Bonjour, bienvenue pour ce nouveau thème, l'estime de soi. Avec Kevin, lorsqu'on a décidé de faire ce thème, qui est plutôt orienté développement personnel, on a décidé de se faire aider par le centre de recherche de l'Arche. Souvent, quand on a des thèmes de ce type-là, on va aller s'adresser à des chercheurs qui vont vérifier un peu les publications pour savoir où on en est en termes de recherche en psychologie et en hypnose sur les sujets qui nous intéressent. Donc on a fait appel au centre de recherche de l'Arche qui nous a beaucoup aidés. Du coup, on va vous accompagner pour que vous exploriez l'estime de soi sur 6 chapitres qui vont vous permettre vraiment de rentrer dans le détail de chacun des éléments qui composent l'estime de soi. Première chose déjà, c'est définir l'estime de soi. L'estime de soi, c'est un terme qui a été posé à la fin des années 1890, il me semble, 92, par William James, qui était chercheur à l'époque. Et pour lui, c'était assez simple. L'estime de soi, c'était le ratio entre nos succès et nos attentes. Grosso modo, c'était la valeur qu'on donnait à nos actions et la valeur qu'on se donnait en rapport avec ce qu'on avait réussi à faire par rapport à nos attentes, est-ce qu'on s'attendait à l'avoir ou pas. Ça, c'était à la base l'estime de soi. Il y a pas mal de chercheurs qui se sont intéressés aux travaux de William James, et donc cette définition a évolué au fur et à mesure, elle s'est complexifiée, elle est devenue plus complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a environ 3 aspects en fait dans l'estime de soi. Il y a un premier aspect qui est comportementaliste, c'est-à-dire il y a une influence de l'estime de soi sur les actions que je fais et sur l'information que j'en retire, les apprentissages. Il y a vraiment une influence de l'estime de soi là-dessus. Il y a une deuxième partie qui va être plutôt cognitive, c'est-à-dire l'évaluation que je fais de ce que je suis. Et c'est assorti aussi du fait que si j'ai plutôt une bonne estime de moi, je vais avoir tendance à percevoir les choses chouettes de moi. Et si j'ai plutôt une mauvaise estime, je vais plutôt avoir tendance à percevoir les choses qui sont moins chouettes. Donc il y a vraiment ce double effet. Troisième élément, c'est la partie plutôt émotionnelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir une variation des émotions selon si je m'estime bien ou je m'estime moins bien. En bref, si je m'estime bien, les émotions vont plutôt être stables dans le temps. Si je m'estime pas très bien, je vais avoir des gros pics en haut ou en bas. Si je devais résumer, si j'ai plutôt une bonne estime de moi, je vais plutôt avoir des facilités à rentrer dans l'action et je vais plutôt être objectif sur les éléments que je vais récupérer de ces expériences-là. Mes émotions vont être plutôt stables. Si j'ai plutôt une mauvaise estime de moi, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des difficultés à me mettre à l'action. Je vais être plutôt subjectif dans les éléments que je vais récupérer de mes actions. Soit je vais surestimer mes éléments, soit je vais les sous-estimer. Et en termes émotionnels, soit je vais avoir des pics très très hauts, de joie, de bonheur, soit très très bas. Et c'est quelque chose qui va varier en permanence. Aujourd'hui, les études sur l'estime de soi ont avancé, et de manière plus contemporaine, maintenant, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une estime de soi, mais des estimes de soi. Tout ça est contextuel. On a une estime de soi plutôt générale, par exemple, est-ce que je suis une bonne personne ou est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que je suis quelqu'un de bien ou de mal, en fait? Ça, c'est la manière générale de s'appréhender, de s'auto-évaluer. Mais il y a aussi des estimes de soi plus contextuelles. Par exemple, l'idée de, tiens, ma valeur en tant que statut social, est-ce que j'ai réussi ou pas? Ça, c'est un contexte particulier où je vais pouvoir m'auto-évaluer. La partie physique, est-ce que je plais aux autres ou pas? L'aspect conformité, c'est-à-dire est-ce que je suis conforme à ce que les gens entendent de moi ou est-ce que je suis différent? Il y a l'aspect performance physique, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de faire des choses physiquement ou pas? Tout ça, ce sont des estimes de soi qui évoluent au fur et à mesure du temps. Ce qui évolue en particulier, c'est l'importance qu'elles ont pour nous. Par exemple, quand on est enfant, ce qui va être important, c'est plutôt la popularité. Si je compare par exemple la popularité avec les résultats scolaires, on pourrait imaginer que ce que les études montrent, c'est que si on est populaire, on a une estime de soi plus forte que si on a des bons résultats scolaires. Alors que quand on est adulte, c'est l'inverse. Si j'ai réussi socialement, si j'ai un statut social très haut, ça va devenir plus important que ma popularité générale face aux gens. Donc on voit que les différentes estimes évoluent en termes d'importance au fur et à mesure de la vie. Les recherches les plus récentes ont montré que l'estime de soi avait vraiment beaucoup à voir avec la relation avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a 2 éléments dans l'estime de soi. Il y a ce que je pense de moi et ce que je pense que les autres pensent de moi. On a un environnement social en fait, une composante sociale à la manière qu'on a de s'estimer. Il y a des tas d'expériences en psychologie sociale qui ont montré l'impact que pouvait avoir l'environnement dans notre manière de s'estimer. Par exemple, un test qui est assez simple, c'est le test de Monsieur Crade et Monsieur Propre. Je vous le décris rapidement. C'est grosso modo, on fait venir des étudiants pour répondre à un questionnaire. Dans ce questionnaire-là, il y avait certaines questions qui étaient orientées estime de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez de vous selon certains critères. À côté d'eux, il y avait soit un monsieur propre, c'est-à-dire quelqu'un qui était bien habillé, propre sur lui, en tout cas quelque chose qui représentait la réussite,
selon les critères des étudiants. Et parfois, il y avait un monsieur crade, hein, c'est-à-dire un étudiant qui arrivait, qui était mal habillé, un peu débraillé, enfin, la version moins bien de monsieur propre. Et on s'est aperçu que les étudiants qui étaient à côté de monsieur propre avaient tendance à se dévaloriser, alors que ceux qui étaient à côté de monsieur crade avaient tendance à se surestimer. Ça démontre en particulier que l'environnement dans lequel on est influence sur notre manière de s'estimer. Ce que l'on va explorer dans chacun des chapitres, c'est justement ce double apport. L'apport interne, l'importance qu'il y a à s'auto-évaluer de la meilleure des manières, et la partie sociale, c'est-à-dire l'influence que peut avoir l'environnement sur notre manière de nous auto-évaluer, et de quelle manière on peut se libérer un peu de chacun de ces éléments-là, c'est-à-dire re-questionner notre propre manière de se voir, et re-questionner en fait l'importance qu'on donne à la manière que les autres nous voient. Dans les différents chapitres, on va justement se proposer d'adresser ces deux versants de l'histoire. La première, c'est-à-dire la manière qu'on a de s'auto-évaluer par rapport à nos propres points de vue. Et on va voir qu'on peut agir sur chacun de ces points de vue-là. La deuxième partie, c'est tout ce qui est partie sociale, la manière qu'on a de s'évaluer par rapport à ce que les autres pensent de nous. Et on va voir que ça aussi, on va pouvoir le modifier, le simplifier et se libérer d'une certaine manière de cette influence-là. Pour terminer cette introduction, j'aimerais vous parler d'Abraham Maslow, avec sa fameuse pyramide. La pyramide de Maslow, c'est quelque chose d'assez connu. Les deux premiers étages sont des étages qui sont plutôt en lien avec la sécurité au niveau de nourriture, chaud, froid, ce genre de choses, et la sécurité psychologique. Et on a le troisième niveau, qui est plutôt la notion d'appartenance. Selon Abraham Maslow, s'il n'y a pas d'appartenance, l'estime de soi ne peut pas se créer. Et on va venir aussi explorer ça entre nous. Cette idée de faire partie d'un groupe, pour justement pouvoir se comparer, s'estimer par rapport au groupe. Ça sera un des éléments que l'on va explorer ensemble dans les 6 différents chapitres. Je vais vous présenter maintenant chacun des chapitres. Sur le premier chapitre, sentiment d'appartenance, le but de ce chapitre va être simplement déjà de savoir où vous en êtes par rapport à votre sentiment, aller revisiter votre avenir et votre passé pour venir booster, renforcer votre sentiment d'appartenance. Deuxième chapitre, l'estime de vous. La première étape, ça va être déjà de percevoir comment vous vous estimez, comme ça, au quotidien. Et ensuite, déjà dans ce chapitre, des premiers éléments pour déjà se libérer de certains éléments, de certaines influences extérieures qui viennent polluer votre manière de vous estimer. Troisième chapitre, l'exploration des différentes composantes du soi. On n'arrête pas de vous parler de l'estime de soi, mais c'est intéressant de savoir qui est soi au fond. Et à travers les travaux d'Higgins, je vais vous entraîner et vous accompagner à explorer toutes ces différentes composantes du soi. Dans le chapitre 4, une fois que vous saurez précisément qui est soi et quel est le soi que vous voulez le plus incarner, vous allez commencer à pouvoir travailler sur apprendre à aimer qui vous êtes. C'est vraiment le moment où on s'oriente vers l'avenir, vers ce que ça va donner. Dans le chapitre 5, l'idée, ça va vraiment de pousser encore plus loin dans l'avenir, pour vraiment percevoir à quel point l'estime de soi va pouvoir vous amener et vous apporter des choses dans votre vie de tous les jours. Dans le 6e chapitre, Kevin va vous amener au bout de l'histoire, au moment où on va commencer à flirter avec les limites de ce que peut vous apporter l'estime de soi. Tout ça dans l'idée de pouvoir renforcer, rendre pérenne, rendre réel, rendre tangible la nouvelle estime de soi.